Suite du grand décryptage avec nos invités. Pas question de laisser faire les casseurs. L'exécutif durcit le ton et espère enrayer le cycle de la violence. Prochain test samedi prochain. Alors comment réagissent les Gilets jaunes? On l'a compris avec Liane Le Bihan sur notre plateau que les annonces d'Édouard Philippe ne passaient pas du tout sur le terrain. Comment ça se passe? Eh bien on rejoint Florian Liesler qui est à Château-Thierry pour nous. Bonjour Florian. Édouard Philippe donc a été très ferme hier soir. Est-ce que les Gilets jaunes que vous rencontrez ont été ébranlés, impressionnés? Est-ce qu'ils ont peur d'aller aux prochaines manifestations avec de tels discours? Non, ils n'ont pas peur d'aller aux manifestations. Au contraire, même, ils disent ça nous donne encore plus envie d'y aller. Ils ne comprennent pas ces décisions du Premier ministre, ces pistes qui sont faites. Ils estiment que c'est un moyen, en fait, pour eux de les empêcher de manifester. Or, ils le disent ici, manifester, c'est un droit. La manifestation, d'ailleurs, de samedi dernier était déclarée en préfecture. Ils estiment donc qu'ils ont le droit et qu'ils ont même l'obligation, en fait, pour faire entendre leurs revendications, qu'ils doivent manifester, aller à Paris, parce qu'ils nous disent quand on est ici, par exemple là comme sur ce rond-point là près de Château-Thierry, certes ils sont là, certes la population les voit, mais ils n'ont pas l'impression d'être entendus par le chef de l'État, par Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça qu'ils estiment qu'il est nécessaire et très important de continuer à aller à Paris. Il y a un problème de violence quand même. Est-ce qu'ils vous disent qu'ils comptent prendre leur distance avec les casseurs? Alors tous ici nous disent qu'ils sont pacifiques. Il y a même d'ailleurs la police là qui est, je ne sais pas si on peut aller voir. Venez, ils sont en train ils nous disent qu'ils travaillent très bien avec la police ici. Vous voyez, il y a deux policiers là, qui viennent d'arriver, qui passent d'ailleurs régulièrement. Sur les casseurs, ils condamnent les actes, mais ils estiment aussi que, comment dire, sans ça serait parfois difficile de se faire entendre. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas eu de casse à Paris, ça faisait plusieurs déjà semaines que les Gilets jaunes étaient mobilisés, il n'y avait pas eu d'annonce du président, et ils estiment que c'est suite notamment à l'acte 3, quand il y avait eu, vous savez, l'arc de triomphe notamment, qui avait été pris par certains Gilets jaunes, que la police avait été un peu débordée, beaucoup de casse dans la ville, à Paris, eh bien que c'est là qu'ils avaient enfin été entendus. Ils estiment aussi que à la base, la manifestation se déroule toujours bien. Par exemple, ils m'ont donné encore tout à l'heure l'exemple de celle qui a commencé de samedi. Ce n'est que vers 15h, visiblement dans l'après-midi en tout cas, qu'il y a commencé à avoir de la casse. Pas avant. Avant, elle se déroulait dans le calme. Mais ils estiment à nouveau que c'est parfois des provocations policières. En fait, le fait que les policiers, me disent-ils, les ont empêchés d'aller manifester dans d'autres endroits de Paris, là où la manifestation n'était pas déclarée, qui a mis le feu aux poudres. Et enfin, ils rappellent que les casseurs, même s'ils condamnent au fond leurs actes, ce n'est qu'une minorité des Gilets jaunes qui défilent. La plupart, certains ici, ont pu aller des fois à Paris. Eux n'ont pas cassé. Ils disent que c'était une minorité, parfois même pas des Gilets jaunes, juste des bandes qui venaient vraiment pour casser, quel que soit le sujet. Et donc, il faut relativiser. Et surtout, il faudrait que le gouvernement, selon eux, arrête de ne répondre qu'à ces casseurs. On revient sur l'allocution d'Édouard Philippe, qui n'a parlé que de sécurité, là où les Gilets jaunes attendent des mesures sociales et économiques. Merci beaucoup Florian, merci à Marion Laradec qui est avec vous pour les images. Effectivement, est-ce que les casseurs desservent votre cause ? Oui, tout à fait. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, quand il y avait des manifestations de policiers, ça ne m'aurait pas dérangé d'aller les soutenir. C'était pas du tout, vous voyez, j'étais pas du tout anti-policier ou quoi que ce soit. Il y a pas de. D'ailleurs, leurs manifestations n'étaient pas toutes déclarées non plus, place de la Concorde, entre autres. Mais ça veut dire qu'on voit la réponse de l'exécutif pour essayer d'enrayer la violence. Est-ce que vous, Gilets jaunes, vous réfléchissez peut-être à d'autres modes d'action pour essayer de stopper cette violence qui, effectivement, vous pose problème visiblement à vous aussi? À titre personnel, moi je vais vous expliquer, j'étais CPE, conseiller principal d'éducation en lycée. Je pense qu'ils ont raté quelque chose dans la hiérarchie des sanctions, à mon avis, dès le départ. C'est-à-dire le gouvernement? Le gouvernement. Ils ont mal géré la chose, la préfecture, je ne sais qui. Une hiérarchie des sanctions, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas tout de suite. Là, on nous a envoyé les blindés, comme disait Madame Simonet l'autre jour sur votre plateau, sur un plateau télé. Il y a quoi après ? Pas tout de suite, c'est quand c'est le troisième ou quatrième. Oui, mais il y a quand même, Florian vient de nous rapporter des propos, mais qu'on entend souvent. Si on n'est pas parfois un peu violent, on n'a pas gain de cause. C'est-à-dire, on est parvenu sur les taxes sur le carburant, on n'a pas les 10-12 milliards sur le pouvoir d'achat, donc on sent le pouvoir affaibli, on va continuer. Est-ce que ça, c'est partagé de plus en plus dans vos rangs ? À titre personnel, non.
C'est pas du tout. Moi, je vois même sur les réseaux sociaux, quand il y a des gens qui tiennent ce discours, je leur dis que moi, je suis pas du tout dans leur. S'ils répondent à un de mes messages, moi, je dis c'est pas du tout mon truc. Non. Mais ça existe. Après, il y a des gens, effectivement, mais vous savez, ils travaillent avec de l'humain. C'est de l'humain qu'ils ont en face. C'est pas des robots, c'est pas des machines, c'est de l'humain. C'est le monsieur Philippe et puis le gouvernement. Aussi, c'est des humains. Ils ne prennent. Mais j'ai pas dit l'inverse, monsieur. Vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure, mes propos, quels étaient mes propos tout à l'heure. Je veux dire, c'est de l'humain qu'ils ont en face. C'est pas des robots, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils vont décréter, ils vont dire on va leur faire ça, on va leur taper dessus. Non, il y a des gens avec un cerveau en face, avec des sentiments. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Ils ne savent pas vous parler. À chaque fois, ils insultent les gens. Ils sont pédants, ils sont hautains, ils sont dédaigneux. Je sais pas quoi dire. Je pense qu'on peut tous les adjectifs, je pourrais les sortir. Les gens les ont déjà dit et ils continuent. Monsieur Griveaux dernièrement, il a continué. Il continue. À chaque fois que je les entends, je me dis, mais c'est pas possible. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Moi, j'entends aussi des Mounir Majoubi et d'autres représentants de la majorité ou du gouvernement qui ont une parole beaucoup plus empathique. Mais on peut comprendre, effectivement, ça a été une des grosses erreurs des débuts du quinquennat macronien, cette image de mépris ou de surplomb, en tout cas, par rapport aux citoyens et, en l'occurrence, par rapport aux Gilets jaunes. Et fondamentalement, ce que nous disent un certain nombre de Gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont obtenu que par la violence. C'est ça le vice de tout ce mouvement. C'est que manifestement, il y a eu un retard à l'allumage politique. C'est-à-dire que les concessions, il fallait les faire d'emblée. Ou en tout cas, ouvrir un dialogue d'emblée. Parce que, une fois de plus, on a attendu que précisément il y ait de la casse, il y ait cette violence politique. Et donc, on a ouvert la boîte de Pandore. Et il est, j'allais dire, presque cohérent, si ce n'est légitime, parce que c'est pas légitime, mais il est cohérent que pour beaucoup de gilets jaunes, ils se disent, si on veut continuer notre pression, il faut utiliser des moyens de violence politique. Moi, je pense que à terme, ça dessert quand même plutôt le mouvement, parce qu'on voit très bien que tout ce qui... la mobilisation des ronds-points, par exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup fait pour la popularité du mouvement et qui explique pourquoi une majorité de Français ont accrédité ce mouvement. Donc je pense qu'il faut que les Gilets jaunes réfléchissent à ça aussi. Mais on voit qu'il y a évidemment tellement de nuances, tellement de diversité dans ce mouvement, tellement de points de vue. Ce qui est sûr, c'est que, alors là, pour réagir sur quelque chose de plus direct, l'intervention d'Édouard Philippe, c'est peut-être une erreur politique de plus, parce que effectivement, ça donne la sensation que la réponse n'est que sécuritaire, et c'est un paradoxe, alors qu'on est au contraire dans une séquence qui, a priori, est une séquence d'ouverture et de dialogue démocratique, et qu'on l'a dit ici à plusieurs reprises, c'est la seule solution de sortir par le haut de la crise. Ouais, c'est ce qu'on aurait pu attendre d'hier soir, c'est-à-dire certes avec un volet sécuritaire, les propositions qui ont été faites, mais et la suite, c'est-à-dire une réponse à cette crise qui est des propositions, ou en tout cas ce dialogue. Rappelez même pas un mot sur le débat national qui va s'ouvrir. Il n'était pas obligé de s'étendre dessus, Édouard Philippe. C'est pour ça qu'on revient à dire que c'était finalement une posture de ministre de l'Intérieur. Finalement, on a l'impression presque que l'intérim de Gérard Collomb se poursuivait encore par Édouard Philippe et qu'il n'y avait pas Christophe Castaner qui était présent. Mais c'était un petit peu ça finalement, puisque c'était vraiment un ministre de l'Intérieur qu'on a vu faire ces propositions. Jean utilisait l'expression de retard à l'allumage, mais ça a été le cas depuis effectivement le début de cette crise. Je parle politiquement de ce qui a été fait, car l'importance et la mise en place de ce dialogue, qui est certainement utile, nécessaire, il fallait le faire. Au début, il fallait commencer. Du coup, aujourd'hui, la plupart des gens sont très sceptiques face aux conclusions, face à l'organisation de ce dialogue. Beaucoup n'ont pas envie d'y aller, n'ont pas envie de participer à ce dialogue. Donc on voit que c'est compliqué. Et effectivement, quand Édouard Philippe intervient à la télévision, il en ressort beaucoup de critiques, et si ce n'est pas plus qu'avant son intervention. Mais on peut être à la fois dans le dialogue et dans la fermeté. C'est ce que disait Marlène Schiappa dans LCI Midi tout à l'heure. Je crois qu'on peut être en même temps dans le dialogue et la fermeté. La fermeté vis-à-vis de tous ceux qui profèrent des actes illégaux, des violences, des menaces de mort, des menaces graves à l'endroit des élus de la République, quelle que soit leur couleur politique. Mais avec cette fermeté, il faut aussi qu'il y ait ce dialogue. Nous instaurons les conditions d'un débat et du grand débat national. Nous y sommes pleinement engagés, nous y mettons beaucoup d'énergie. Les membres du gouvernement se déplacent, participent au débat, écoutent très souvent les propositions. Mais je crois que la fermeté ne va pas sans le dialogue et le dialogue ne va pas sans la fermeté. Réaction, Yann Le Bihan ?
C'est toujours le même discours, mais le problème, c'est que c'est toujours la même réaction. C'est du sécuritaire, c'est d'autres. Non, c'est parce que Non, pardon, c'est c'est pas du tout le même discours et c'est même pas, alors sur un terrain politique, je suis historien, c'est pas du tout des choses qu'on a entendues dans d'autres conflits sociaux. En 95, ça s'est pas achevé comme ça. Alors il y a eu un recul, mais il n'y avait pas du tout un grand dialogue social, démocratique comme il est lancé. Le grand débat. Vous pouvez. Et je comprends que légitimement, pour l'instant, vous ayez du mal à le croire. Parce que, effectivement, vu la manière dont ça s'est passé, ce qu'on vient de dire, il y a un grand scepticisme sur les modalités, sur la véracité même de la démarche du gouvernement. Mais de manière objective, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne s'est jamais passé dans la société française depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une opportunité à saisir. C'est grâce à qui ? Et c'est notamment grâce à vous, voilà. notamment grâce au mouvement. Mais ceci dit, moi, je vais vous dire comment je le vois, le grand débat. Je vais vous le dire franchement, à vie personnelle. Tout ça, c'est jouer la montre. Ça va durer 3 mois. Après, il va falloir analyser les résultats. Ça va durer 2-3 mois. On va arriver à l'été. D'ici là, il y aura eu les européennes. Ça va le renforcer ou l'affaiblir. Donc, ils vont préparer. Après, on va nous dire, on aura une réponse pour la rentrée. Et puis, en fait, il va y avoir les 2 mois d'été. Les gens vont partir en vacances et ils espèrent que les gens vont passer à autre chose. Voilà. Voilà comment j'analyse la chose. Parce qu'en fait, vous savez quoi, dans ce grand débat, ils connaissent les revendications des gens. Ils les ont. Ils les connaissent. Qu'est-ce qu'on va aller parler? Ils les connaissent. Moi, oui, par l'Assemblée après. Justement, vous parliez, et à juste titre, de ne pas faire l'amalgame. Donc, ne faites pas l'amalgame. Enfin, nous, en tant que policiers, quand on parle de fermeté, on ne veut de la fermeté que vis-à-vis des casseurs. Nous, les gilets jaunes qui manifestent pacifiquement depuis 1 mois et demi, 2 mois, le reportage le disait très bien, partout sur les ronds-points où il y a des regroupements, il y a des liens qui se créent avec les policiers, on va à leur contact, il y a des échanges, enfin ça se passe, vous le disiez aussi. Mais moi je parle avec les CRS régulièrement. Bon enfant. Donc ne faisons pas l'amalgame de dire que quand il y a de la fermeté, c'est forcément pour réprimer le mouvement des gilets jaunes. Enfin, on se fait gazer toutes les semaines. Hein. Moi j'ai jamais rien fait, on se fait gazer toutes les semaines. Je vais vous dire, quand je suis dans une manifestation, j'ai déjà dit sur ce plateau, et je suis syndicaliste, donc manifester, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Quand je vais manifester, j'y vais pour porter des revendications, comme la majorité des Gilets jaunes le fait. Mais quand je suis confronté ou pris en tenaille dans un mouvement de violence, mais je reste pas sur place. Mais je ne demande pas à me faire gazer, je m'en vais. Mais c'est ce que j'ai fait l'autre jour, et ils nous ont couru après, les CRS, quand on est parti. Je suis désolé, et toutes les images de médias ont pu le montrer. Vous avez des gilets jaunes, parce qu'il y a un effet mimétisme, il y a un effet d'entraînement, pour les plus en colère ou les plus radicaux, qui suivent le mouvement des casseurs, et puis après qui se plaignent d'avoir été gazés. Laurent Saint-Martin nous attend à l'Assemblée nationale. Bonjour, merci d'être avec nous, député La République En Marche du Val d'Oise. On a assisté à un discours ultra sécuritaire du Premier ministre hier soir. C'est votre réponse aux Gilets jaunes ? Ce n'est certainement pas un discours ultra sécuritaire, c'est une réponse adaptée face à une situation totalement inadmissible de certains casseurs qui ne représentent absolument pas le mouvement des Gilets jaunes et qui sont une infime minorité, mais qui ont des comportements qui ont évolué, qui se sont modifiés. Donc effectivement, il y a une adaptation, que ce soit à la fois au niveau des forces de l'ordre le samedi, mais aussi au niveau législatif. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un projet de loi qui va être apporté dans l'hémicycle pour que l'arsenal législatif soit renforcé face à certains de ces casseurs qui ne veulent rien d'autre qu'abîmer notre République. Mais ne parler que de sécurité et jamais du débat national qui va s'ouvrir, c'était normal selon vous ? Alors c'est totalement faux. D'abord, il y a eu un grand nombre de mesures qui ont été annoncées, des mesures d'urgence économique et sociale. Le grand débat national, nous en parlons maintenant depuis plusieurs semaines. Encore une fois, juste Édouard Philippe hier soir aux 20h. Mais Édouard Philippe, hier soir, s'est adressé aux Français sur une attente très claire de l'ensemble de nos concitoyens, à part ces quelques casseurs, qui était le maintien de l'ordre. Je crois qu'il y avait une vraie nécessité de rassurer l'ensemble de nos concitoyens sur un sujet précis qui est que faisons-nous de ces casseurs qui veulent s'en prendre à la République, qui cassent les portes d'un ministère ou qui vont agresser des parlementaires physiquement et moralement. Donc il y avait une réponse évidemment très particulière à apporter face à ces comportements-là. Ça n'occulte en rien
rien. Tous les besoins d'échange qu'il va y avoir sur le grand débat national et qui commence dans quelques jours, ça n'occulte en rien les 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par le président de la République en réponse à l'urgence économique et sociale. Tout ça est évidemment complémentaire, mais comprenez bien qu'il y avait une nécessité de la part du Premier ministre d'expliquer à nos concitoyens ce que nous allons faire pour contrer ces casseurs, ces personnes ultra-violentes qui ne veulent rien d'autre que abîmer nos institutions. Une question, alors on commence à parler fiscalité. Est-ce que vous avez les idées claires, vous, sur la taxe d'habitation? Parce que honnêtement, à écouter les déclarations ces derniers jours des ministres, là, honnêtement, on ne comprend plus rien. Bruno Le Maire, ce matin, dit à titre personnel, je suis pour la suppression totale, mais bon, pourquoi pas maintenir 20% de foyers fiscaux qui continuent à la payer. Discours à peu près similaire hier de Darmanin-Griveaux. Enfin, bon, bref, on n'y comprend plus rien. Et vous? Alors, la promesse présidentielle, c'était supprimer la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Ça, nous l'avons voté. Ça, c'est clair et net. Nous ne reviendrons pas dessus. La question a été abordée via le Conseil constitutionnel de que faisons-nous des 20% restants qui restent assujettis à la taxe d'habitation, puisqu'il y a une question d'égalité devant l'impôt. Il faudra, à un moment donné, supprimer la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables. La question, c'est quand et comment. Ça, ce n'est aujourd'hui pas tranché. Il va y avoir, justement, on en parlait, le grand débat national dont un des 4 thèmes va être la fiscalité et notamment la justice fiscale. Quoi de mieux que mettre ce sujet sur la table, regarder un petit peu ce qui va être remonté et agir en fonction, puisque ce n'est pas encore inscrit dans le projet de loi de finances. Ce n'est rien d'autre qu'ont dit les ministres Darmanin et Le Maire. C'est aujourd'hui les 20% sont un sujet. Il faudra bien supprimer la taxe d'habitation pour l'ensemble des concitoyens à terme. Quand et comment, cela reste à déterminer ensemble. Merci beaucoup Laurent Saint-Martin d'avoir répondu à nos questions. Merci à Frédéric Delpech et Jean-Bernard Alphonse pour la réalisation de ce duplex. Les Français attendaient une réponse pour enrayer la violence des casseurs. Vous êtes d'accord ? Je pense qu'effectivement, un certain nombre de Français ont dû être choqués par les événements de ce week-end. C'est une certitude. Et je répète, le fait de s'en prendre à un bâtiment ministériel, c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique et qui a dû, là aussi, frapper les esprits et l'imagination. Mais il est évident que ce n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel, c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs, et c'est ce que je pense le ressentent les Gilets jaunes et tous les Français qui peuvent les soutenir. L'essentiel, c'est bien justement ce débat démocratique. Je suis plus convaincu par la deuxième partie de l'intervention de Laurent Saint-Martin concernant ce que l'un des grands volets de la consultation sur la réforme de la fiscalité peut amener de transformation du projet présidentiel, d'enrichissement du projet présidentiel, précisément par la base, par les interventions des citoyens. Il y a un enjeu majeur là-dessus, sur la réforme de la fiscalité, éventuellement l'universalisation de l'impôt sur le revenu, la suppression des niches, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors mettons ça sur la table. Et là, je dis, là, on est dans quelque chose de constructif, car on le sent bien, on est dans un moment où il faut absolument sortir de cette impasse. Est-ce qu'il suffit de sortir de cette impasse en s'envoyant des invectives, en disant voilà, on est trop sécuritaire, pas assez, ce sont des casseurs? Ça, c'est pas la solution. Ça, c'est pas la solution. Alors, on se demande d'ailleurs si l'intervention d'Édouard Philippe, est-ce que c'est ce partage des tâches, président de la République, Premier ministre fusible? Est-ce que c'est, à mon avis, plutôt une posture vis-à-vis de l'électorat de la droite qui est un peu parti, qui a un peu délaissé La République En Marche et dont on pense qu'il pourrait revenir en prévision des européennes. Mais ça doit être de l'anecdotique. Ça fait partie de nos analyses politiques, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il est dans le débat qui est en train de se nouer. Mais il y a même les commissaires de police, en tout cas un syndicat de commissaires de police nationale, SCPN, qui le dit dans un tweet officiel. Le dernier mot à la crise doit être politique, issu du dialogue et de la concertation. Ce n'est pas un match police-gilet jaune. C'est quand même des policiers qui le disent. Oui, mais ça aussi, je le dis depuis plus d'un mois. On est policiers, mais on est aussi des citoyens. On est aussi des gilets jaunes. Enfin, on est aussi soucieux que les autres sur notre pouvoir d'achat, bien évidemment. Et peut-être que si on avait, et vous le disiez très justement tout à l'heure, apporté une réponse politique dès la première manifestation qui a été un peu, donc c'est celle du 24 novembre, qui a été un peu tendue, et puis ensuite, on a connu le 1er décembre. Si on avait une réponse politique peut-être à ce moment-là, on n'en serait peut-être pas où on en est aujourd'hui. Ce n'est pas les policiers qui vont l'apporter, cette réponse. Nous, on fait notre
job, je me répète, contre ceux qui perturbent l'expression libre et constitutionnelle du droit à manifester. Donc nous, on est là pour lutter contre les casseurs. Sur la grande question revendicative des Gilets jaunes, c'est aux politiques de répondre. C'est pas nous, policiers, qui allons pouvoir le faire. Et puis il y a 2 rendez-vous démocratiques. Le débat, effectivement, et puis les européennes. Et dans rendez-vous démocratique, il y a démocratie. Donc il y a à la fois cette participation au débat, et pour tous ceux qui ont une contestation à l'égard du pouvoir, mais de quelque autre parti, il y a un bulletin qu'on glisse dans une urne. Vous vous exprimer, Yann Le Bihan. Oui, enfin, il y a démocratie. Je fais une fac de droit, donc j'arrive encore à comprendre. Il y a aussi la démocratie autoritaire. On est toujours en démocratie, ça c'est sûr. On n'est pas en Là, on est en démocratie démocratie autoritaire. Pour Comment vous. On est en démocratie autoritaire. Là, on rentre dans une démocratie autoritaire. Ça, on y... Non. Vous savez, il y a des démocraties illibérales en Europe, ce qu'on appelle les démocraties libérales. Allez voir du côté de la Hongrie, de la Pologne, etc. Et vous verrez que finalement, en France, on est plutôt dans une démocratie. Enfin, vous savez, j'ai habité en Égypte sous Moubarak. Voilà. Les restrictions. Comparaison entre les deux, non, mais les restrictions, je les connais. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste pour dire les restrictions, je les connais. Qu'est-ce que vous faites samedi? Enfin, pas vous, mais les Gilets jaunes qui sont comme d'habitude dans votre. C'est-à-dire, vous manifestez dans Paris. Tout à fait. Vous avez déposé en préfecture un parcours? À titre personnel, non. Après, les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je vais tous les samedis à 14h, comme d'habitude. Je donne rendez-vous à un collègue, on s'y retrouve, que j'ai connu sur la manif. Moi, je n'avais jamais manifesté de ma vie avant le 17 novembre. Jamais. Et vous êtes abstentionniste d'habitude Ah non, du tout. D'accord. Est-ce qu'on peut poser... Quel serait votre objectif politique, justement Continuer à manifester. L'horizon politique. Moi, ça peut être simple. Alors, moi, je vais reprendre un truc que j'aurais trouvé bien, en fait, parce que le quinquennat, le problème du quinquennat, 5 ans, en 5 ans, peut faire beaucoup de dégâts, selon qui on a à la tête. Alors, on aurait pu faire le principe des mi-termes, comme aux États-Unis. Au bout de 2 ans et demi, eh bien, le président qui respecte pas son mandat, eh bien, on lui met une cohabitation, par exemple. Ça aurait pu être une solution. Après, je ne sais pas spécialement celle que je veux, ça aurait pu être une solution. Après, pour moi, la dissolution de l'Assemblée, ce gouvernement, à titre personnel, il n'est absolument plus audible et plus crédible. Moi, j'ai presque envie de rigoler des fois quand je les entends. Je suis désolé de... Ça peut être une solution, la dissolution? Parce qu'on a vu que les gestes techniques, suppression de la taxe sur les carburants, aide au pouvoir d'achat, visiblement ça ne marche pas. Donc il faut peut-être un geste politique fort, dissolution, ça vous parlerait? Alors après, c'est une proportionnelle, c'est toujours pareil, c'est le principe de la proportionnelle. On nous dit 15% de proportionnelle, on connaît la méthode, ça fait 40 ans qu'ils nous font toujours la même chose. Ils vont mettre la proportionnelle là où ils ont les candidats qui sont sûrs de passer, puis voilà. Non, qui ont fait une proportionnelle, c'est total. On ne peut pas être sûr de passer. Non, mais c'est total, avec un seul tour. Puis le candidat qui a le plus de voix au premier tour, il est élu, il n'y a pas de combine. Après, le système des partis, il n'y en a plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème, c'est le système des partis. Aujourd'hui, vous n'avez plus confiance en rien. Non, le problème, c'est le système des partis. Alors l'autre jour, j'ai discuté, parce que quand je suis venu, il y avait un sénateur qui était là. C'est vrai, je lui ai dit, moi, je pensais que le Sénat allait avoir il y a plus, là, le problème, c'est qu'on n'a plus de garde-fou, il n'y a plus d'arbitre, il n'y a personne, il n'y a aucune institution qui réagit. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, les sénateurs, il n'y a rien, il n'y a personne qui dit rien, qui vient au milieu de la crise pour la gérer. C'est toutes les institutions, quoi. Il n'y a personne. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, c'est l'Assemblée. En marche que les sénateurs réagissent pas. Je serais surpris. Merci en tout cas, merci d'être venu sur le plateau de LCI. Pascal Perry est avec nous pour le programme de Périscope. Oui, il n'y a pas que les institutions qui soient défaillantes dans mon esprit, cher monsieur. Je m'étonne quand même, pays étonnant, je m'étonne de voir que on organise quelques inconséquents, et je pèse mes mots, organise une cagnotte pour un délinquant, ce dont il s'agit, au moment où on va découvrir que le prix à payer de ce mouvement pour l'économie française, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, est un prix extrêmement lourd. Je ne sais pas si les uns et les autres s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'on a 58 000 chômeurs de plus qui vous disent merci à votre mouvement. On a des entreprises, c'est pas facile pour eux, croyez-moi. On a des entreprises en difficulté, et pas les plus grosses, Les plus grosses, c'est pas, vous voyez, c'est pas Total, c'est pas le CAC 40 qui va payer un lourd tribut, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc j'en parlais longuement avec Denis Ferrand de COE Rexecode et avec Marc Touati. Merci beaucoup Pascal. On vous retrouve dans quelques minutes, donc juste après le journal de 16h. Merci encore. Restez avec nous, donc le journal à suivre.